est venu au monde le 5 septembre 1847 dans le Kentucky. Lors de la guerre de Sécession, il a rejoint un groupe confédéré appelé les Bushwhackers. Lui et son frère Frank étaient connus de tous. Il devint par la suite l'un des plus célèbres hors-la-loi de l'histoire de l'Ouest. Rien ne lui faisait peur. Les trains et les banques étaient ses cibles préférées. Qui ou quoi était en mesure de l'arrêter? Voici l'histoire de celui qui a marqué les esprits, Jesse James. Le père de Jesse se nommait Robert James et sa mère Zerelda Cole. Ils se sont rencontrés alors que Robert étudiait au Georgetown College, alors que Zerelda se rendait souvent dans une école catholique de Lexington. Ils se marièrent à l'âge respectif de 23 et de 16 ans. Le jeune couple vivait alors dans le Kentucky. Ils se sont par la suite rendus dans le Missouri, chez la mère de Zerelda. Robert James est immédiatement attiré par cet état et se dit qu'une nouvelle vie pourrait s'offrir à lui et à sa jeune épouse. La décision est prise de s'y établir bientôt. Robert retourne seul au Kentucky, laissant Zerelda seule chez sa mère pour un temps. Il termine ses études et obtient son diplôme au mois de juin 1843. Il retourne auprès de sa femme durant l'été. Leur premier enfant est déjà né, Alexander Franklin James, qui serait connu plus tard sous le nom de Frank James. Par la suite, Robert et Zerelda vont acheter une ferme dans le comté de Clay. Un autre enfant va naître en 1847, Jesse Woodson James, qui lui va devenir célèbre dans toute l'Amérique. Robert James est parvenu à s'imposer dans la région. Il est un pasteur qui avait une grande influence et qui savait captiver les gens quand il parlait. Parti de rien, son église, la New Hope Baptist Church, comptait maintenant près de 300 membres en 1849. Tout semblait réussir à la famille qui avait accueilli un troisième enfant, Suzanne, en 1849. Les James étaient respectés et vivaient une vie paisible. Rien n'annonçait les événements qui allaient survenir en 1850. En 1850, contre toute attente, Robert James est victime de la fièvre de l'or. Il décide de laisser sa famille derrière lui et part pour la Californie. Depuis près de 2 ans, des histoires de toutes sortes émanaient de l'Ouest américain. On avait découvert de l'or en Californie. Des gens étaient devenus riches du jour au lendemain. Le rêve d'une fortune amassée en peu de temps habitait Robert James. C'est ainsi qu'avec la promesse de devenir riche, il laissa Zerelda seule au Missouri. Robert James voulait devenir riche. L'aventure du révérend Robert Sally James ne dura pas longtemps. Au début, il écrivait des lettres régulièrement à Zerelda, lui donnant de ses nouvelles, lui disant de garder courage, que des jours heureux pointaient à l'horizon. Il embrassait affectueusement ses enfants et promettait une prochaine lettre. Mais dès le mois de septembre 1850, Zerelda ne se réveille plus aucune nouvelle. L'inquiétude l'a rapidement gagnée, car son mari avait toujours promis de lui écrire. Elle apprit par la suite le décès de Robert le 19 août 1850, des suites du choléra. Zerelda se remaria 2 fois, avec dans un premier temps un dénommé Benjamin Sims en 1852, puis en 1855 avec le docteur Ruben Samuel. Zerelda va continuer à vivre dans la ferme que Robert avait achetée pour s'établir avec elle et leurs enfants. Zerelda mettra au monde 4 autres enfants. La famille James Samuel comptait maintenant 7 enfants. La famille de Jesse James vivait au Missouri, un État qui se trouvait à cheval entre les États du Nord et les États du Sud.
La grande majorité des habitants de l'État étaient en faveur de l'esclavagisme. Il y avait un nombre impressionnant de plantations de tabac. Le comté de Clay, où vivait la famille James, avait le plus grand nombre d'esclaves de tout l'État, avec plus de 2700. La ferme des James ne faisait pas exception. On y retrouvait 6 esclaves. Il y avait des endroits dans l'État où une forte majorité combattait l'emploi d'esclaves, mais une forte immigration venant du Sud avait peu à peu transformé le Missouri en État esclavagiste. Le même phénomène risquait de se produire au Kansas, où des colons voulaient s'y établir en amenant avec eux des esclaves. De grandes violences sont apparues bien avant la guerre de sécession. Dès 1854, de graves confrontations eurent lieu à la frontière du Missouri et du Kansas. En 1861, la guerre de sécession débute. Frank James a 17 ans, Jesse James a 14 ans. Le Missouri est fortement divisé. Une famille est du côté de la sécession et Jeff Davis, tandis que leurs voisins crient le nom de Lincoln et veulent l'abolition de l'esclavagisme. Tout le monde se suspectait et s'épiait. La famille James étaient propriétaires d'esclaves. Leur choix ne faisait aucun doute. Et selon les rumeurs de l'époque, Frank James était très agressif et dangereux. Il criait le nom de Jeff Davis, à qui voulait bien l'entendre. Le groupe des Bushwhackers, des sécessionnistes, ont mené une lutte acharnée contre les Jayhawkers dès 1861. Des assassinats se produisirent des deux côtés. Les Bushwhackers assassinaient des familles entières qui sympathisaient avec le Nord, tandis que les Jayhawkers en firent tout autant, en brûlant des maisons et en exécutant des sympathisants sudistes. Frank James s'est enrôlé immédiatement dans l'armée sudiste. Jesse, quant à lui, n'a que 14 ans. Il est trop jeune. Il demeure bien sagement à la ferme. Frank prend part à la bataille de Wilson Creek et de Lexington. La maladie le terrassa par la suite, la rougeole l'hospitalisant pendant tout un hiver. De retour sur les champs de bataille, il est capturé par les nordistes qui le relâchent plus tard sous promesse de ne plus s'engager dans le combat. Frank James promet de ne plus se battre et rentre chez lui. Mais il était évident qu'un esprit rebelle comme lui ne resterait pas impassible à tout ce qui se passait dans son État, l'un des plus sévèrement touchés par des meurtres et des atrocités. Tout ceci s'expliquant par le fait que, contrairement aux vrais États du Sud, où tous les gens faisaient bloc contre l'Union, le Missouri était quant à lui gravement divisé. Le Missouri était condamné à souffrir. Le groupe des Bushwhackers de William Clark Cantrill continuait à terroriser l'État du Missouri. Le groupe était indépendant de l'armée sudiste. Il pillait, volait et assassinait les gens selon leurs envies. Frank James avait rejoint le groupe en mai 1863. Il avait pris part au massacre de 200 personnes à Lawrence, au Kansas, des gens qui étaient contre l'esclavagisme. L'armée de l'Union débarqua un jour chez la ferme des James. On voulait la capture de Frank, coûte que coûte. Jesse James refusa de dire quoi que ce soit concernant son frère. Jesse fut battu violemment et fouetté, mais ne disa pas un mot. Le beau-père Ruben Samuel fut attaché et pendu jusqu'à ce qu'il indique où se trouvait l'aîné des James. Frank James échappa par la suite miraculeusement aux soldats de l'Union qui étaient parvenus à retrouver sa cachette.
Jesse James n'avait que la vengeance en tête. Il n'avait que 15 ans. Ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'il ne rejoigne son frère pour une lutte sans merci. Bientôt, Jesse James allait rejoindre les Bushwhackers. On entendrait parler de lui à travers toute l'Amérique jusqu'à nos jours. Les frères James vont rentrer dans une vengeance meurtrière au milieu de l'année 1864. Jesse James a fini par retrouver Brantley Bond, l'un des hommes qui l'avait fouetté et qui avait torturé son beau-père. Malgré ses supplications, Jesse lui a tiré une balle en lui expliquant auparavant qu'il aurait la même pitié pour lui qu'il avait eue pour eux. Le même sort attendait Alvis Dagley, qui connaîtra le même sort aux mains de Frank. Les frères James sont sans pitié. On les a fouettés, on les a torturés, on a tué certains de leurs amis. Ils vont rendre la pareille. Frank James dira bien des années plus tard qu'il fusillait les espions, qu'ils avaient l'obligation de le faire. Sinon, ça serait eux qui seraient fusillés. Il fallait prouver sa fidélité à la cause. Durant l'été, Jesse fut blessé lorsqu'il tenta de voler une selle. À son grand malheur, Jesse avait été repéré par un fermier unioniste qui lui tira une balle sur le côté droit de la poitrine. Le jeune homme aurait pu y laisser sa vie, mais survécut après quelques semaines de repos. À l'automne, les deux frères se joignent à la bande de William T. Anderson, l'un des pires guérilleros de cette époque. À la fin du mois, la bande va attaquer la ville de Centralia. Ils abattirent 24 soldats de l'Union qui étaient pour leur plus grand malheur en vacances. Même une poursuite par plus de 100 soldats fédéraux n'a pas réussi à mettre en déroute la bande d'Anderson. Plusieurs d'entre eux furent abattus, en plus du commandant, abattu par Jesse James en personne. Jesse James était déjà en train de se faire un nom. Il ne reculait devant rien. Il était féroce et sans pitié. Entre-temps, William T. Anderson trouvait la mort dans un affrontement avec les soldats de l'Union. Toute la bande passa l'hiver 1864-1865 au Texas avant de revenir sévir dans le Missouri. Jesse va frôler la mort le 15 mai à Lexington lors d'une fusillade avec une patrouille fédérale. La blessure était beaucoup plus sérieuse que la première, lui transperçant le poumon droit. Jesse trouvera le moyen de s'en remettre. Une fois de plus, il semblait invincible. Selon les rumeurs, Jesse fut abattu alors qu'il tentait de se rendre, lorsque son groupe, dirigé par Archie Flaman, fut attaqué par une patrouille de cavalerie de l'Union près de Lexington, Missouri. Après 2 blessures importantes à la poitrine, Jesse James se rendra la semaine suivante en prêtant allégeance aux États-Unis. Frank, pour sa part, s'était séparé de Jesse après la mort d'Anderson. Il avait tenté sa chance au Kentucky avec William C. Cantrill. À son tour, il se rend le 26 juillet 1865. La guerre de sécession est terminée pour les frères Jesse et Frank James, mais on n'a pas fini d'entendre parler d'eux. Les habitants avaient énormément souffert de cette guerre sanglante. Le Missouri avait été mis à feu et à sang. La famille des James avait même été forcée de quitter le comté de Clay pour le sud de l'État. On les avait déracinés de leurs fermes suite aux activités des 2 frères James. Après plusieurs mois de convalescence,
Jesse retourna dans le comté de Clay. L'atmosphère était lourde. Les rancœurs étaient énormes entre les habitants qui étaient toujours divisés au sujet de cette guerre. Il y avait évidemment les pro-esclavagistes et ceux qui avaient gagné la guerre, les unionistes, qui ratifiaient fièrement une nouvelle constitution abolissant l'esclavage. Même dans la victoire, les unionistes avaient encore la vengeance au cœur. Des comptes allaient se régler. Les républicains victorieux étaient au pouvoir et ils firent en sorte d'éliminer les soldats confédérés de toute activité politique ou de devenir dirigeants d'entreprise. On avait décidé d'appauvrir tous ceux qui avaient sympathisé avec le Sud. Les affrontements entre les deux bandes se produisaient à intervalles réguliers. Si la guerre était terminée, ce n'était nullement le cas dans des États divisés comme le Missouri, qui allaient encore souffrir. Si on vous prive de vos droits et que l'on veut vous écraser alors que vous n'avez plus rien, vous réagissez. C'est exactement ce qu'ont fait les anciens guerrilleros. Ils décidèrent de reprendre les armes. Le 13 février 1866, la Clay County Savings Association est dévalisée d'un montant de 60 000 $. Les journaux affirment que ce sont tous des anciens bushwhackers et que Frank James faisait partie de la bande. Il y avait aussi un autre homme dans cette bande qui ferait parler de lui, Cole Younger. Il fut révélé plus tard que la participation de Frank James à ce vol n'était pas prouvée, alors que Jesse, quant à lui, récupérait toujours de sa grave blessure à la poitrine. À cette époque, on aurait pu penser que les James seraient rentrés travailler à la ferme familiale et y couler des jours paisibles. Mais ils affirmèrent eux-mêmes que c'était tout à fait impossible. Jesse révéla qu'à son retour, sa vie était constamment en danger. Il se devait de toujours sortir bien armé. Tôt ou tard, l'inévitable se produirait. Frank affirma la même chose en disant textuellement qu'il avait autant de chances de se retirer pour entretenir leur ferme et profiter d'une vie décente qu'un chien en suif de pourchasser un chat d'amiante jusqu'en enfer. Conclusion, les frères James n'avaient aucune chance de survie dans le comté de Clay. Certains affirmeront que la vraie raison était plutôt une soif de violence et de l'argent gagné facilement en braquant les banques et les trains. La vraie raison de leur vie de hors-la-loi sera toujours un sujet qui prêtera à discussion. Les 3 années suivantes ont continué d'être très violentes. Archie Clement a continué sa vie de braqueur avec sa bande. Il finit par être abattu en décembre 1866 à Lexington, Missouri. Les braquages se sont continués les 2 années suivantes, puis ont fini par diminuer. Les fusillades, les arrestations avaient fini par réduire de façon importante le groupe de guérilleros. Durant ces années, la présence des frères James à ces braquages n'est jamais prouvée de façon certaine, quoique certains témoins ont affirmé les avoir reconnus. En 1868, les frères James se joignent définitivement à Cole Younger. La vraie vie de braqueur de Jesse James sera alors racontée. Jesse James, 21 ans, va être connu. Son nom va retentir dans toute l'Amérique. Comme toujours, on ne parvient jamais à l'identifier de façon certaine. Il a toujours des alibis solides. Le 7 décembre 1869, les frères James vont faire une regrettable erreur. Ils font irruption dans la Davis County Savings Association. Dès leur entrée, ils abattent un employé qui se trouve au guichet, puis ils repartent immédiatement.
L'un des deux frères est renversé par son cheval. Il s'enfuit alors sur le même cheval. Il se vante à qui veut l'entendre qu'ils ont abattu Samuel P. Cox, celui qui avait tué Bloody Bill Henderson. Les frères James avaient commis une terrible erreur sur la personne. En réalité, ils avaient abattu John W. Cheats, un homme complètement innocent à tous ces événements. La culpabilité d'Ed James était prouvée, car le cheval abandonné sur les lieux appartenait à Jesse James. Ils étaient accusés du meurtre d'un innocent. On leur demandait de se rendre, ce que refusa évidemment les deux frères. Jesse affirmait que ce n'était pas eux l'auteur de ce meurtre. Il écrivit même au gouverneur qu'il ne se rendrait pas pour être lynché par des gens assoiffés de sang. Jesse James écrivit plusieurs lettres pour proclamer son innocence. Le gouverneur du Missouri, Thomas T. Crittenden, offrit une récompense pour la capture de Jesse James, qui est maintenant considéré comme un hors-la-loi. À partir de ce moment, Jesse James n'a plus l'excuse de la guerre ou un doute sur sa participation à certains braquages. Il est prouvé qu'il était sur les lieux. Il sera désormais un homme recherché par la loi pour meurtre. Il n'a que 22 ans. Les années qui suivirent seront des années de fuite, de braquage. Les frères James sont avec Cole Younger et ses trois frères, ainsi qu'une bande de voleurs et de pilleurs. Ils seront connus sous le nom du clan James Younger Gang. Jesse James est le plus célèbre de la bande, qui va piller et voler sans relâche pendant des années. Après les banques et les diligences, la bande s'attaquera aux trains avec des masses du Ku Klux Klan. La plupart du temps, aucune violence n'était faite aux passagers. Les bandits se contentaient de prendre le butin et de se sauver. Durant cette période, Jesse épousa sa cousine germaine, Zerelda Z. Mims. Elle portait le nom de Zerelda en l'honneur de la mère de Jesse. Elle l'avait soigné quand il avait été blessé gravement lorsqu'il avait tenté de se rendre à l'Union. Le mariage fut célébré le 24 avril 1874. Jesse et Zerelda auront 2 enfants survivants, Jesse Edward James et Mary Suzanne James. En 1874, c'est la célèbre agence de détectives Pinkerton qui est chargée d'arrêter la bande des James et des Younger. L'agence a mordu la poussière à diverses reprises en tentant de s'infiltrer dans le monde des James. Joseph Weicher tenta des approches avec la femme de Jesse, mais fut vite démasqué et il fut éliminé. Louis Lull et John Ball n'eurent pas plus de succès face aux Younger. Lull, par contre, réussira à abattre John Younger. Alan Pinkerton n'avait pas dit son dernier mot. Aidé d'anciens unionistes, il envahit la ferme des James le 25 janvier 1875. Le jeune frère des James, Archie, fut tué et la mère des James, Zerelda, perdit un bras lors d'une explosion. Cette agression avait retourné l'opinion publique contre Pinkerton et l'État du Missouri. Les habitants étaient indignés. On en était même rendu dans certains milieux à faire l'éloge des James ou à même vouloir leur offrir l'amnistie. Les années passant, le clan Younger a fini par s'affaiblir. Un vol dans le Minnesota, le 7 septembre 1876, a mal tourné pour la bande. Les hommes à l'intérieur de la banque
ont eu la surprise de voir le caissier Joseph Lee Haywood refuser d'ouvrir le coffre-fort. Les choses prenant trop de temps, les passants ont commencé à suspecter les hommes du clan qui montaient la garde devant la banque Northfield. Les forces policières ont été alertées. La panique a commencé à s'emparer des 5 hors-la-loi qui étaient à l'extérieur. Ils ont tiré des coups de feu pour disperser les gens. Des coups de feu ont commencé à être échangés. La bande Younger a été décimée, 2 tués et 3 blessés. Le reste de la bande parvint avec peine à s'évader. Les Younger et les frères James se séparèrent. Une milice rattrapa les Younger qui furent faits prisonniers. C'était la fin pour le clan Younger, pendant que les James échappaient sains et saufs à cette poursuite. Jesse James continua sa vie de voleur pendant les 5 années suivantes, pendant que Frank commença à être un peu plus en retrait. Jesse avait recruté un nouveau groupe pour le supporter dans ses nouveaux braquages. Jesse James se méfiait toujours des autorités où qu'il aille, mais il avait maintenant le souci de se méfier de ses propres hommes, peu fiables, qui se disputaient souvent. Malgré tout, il continue ses vols jusque dans l'ouest du Mississippi en 1879 et même jusqu'à l'État de Washington. La bande de James était constamment en déplacement, ce qui était beaucoup plus prudent pour Jesse, qui était toujours activement recherché. En 1881, Frank James s'était éloigné de l'Ouest pour tenter de vivre une vie plus normale. Il se retrouva alors à l'Est, en Virginie, où il s'acheta une petite ferme. Jesse, quant à lui, retourna dans le Missouri avec sa famille. Il se croyait maintenant plus en sécurité. Il se retrouva à Saint-Joseph, Missouri, non loin du lieu de sa naissance. L'année 1882 sera la dernière année de Jesse James dans ce monde. Jesse est toujours dans la crainte d'être arrêté par la justice. Il ne fait plus confiance à personne. Les frères Charlie et Robert Ford sont les seuls sur qui il peut se reposer. Les Ford demeurent avec lui et sa famille pour plus de sécurité. La confiance de James envers les Ford sera l'erreur qui lui coûtera la vie. Le gouverneur du Missouri, Thomas T. Crittenden, n'a pas oublié Jesse James. Il est en contact régulier avec Robert Ford. Il finit par le retourner avec une récompense de 10 000 $ pour qu'enfin on en finisse avec Jesse James. Le 3 avril 1882, après le déjeuner, Jesse James et sa famille et des Ford se trouvaient tous au salon. Jesse James tourna le dos aux Ford pour nettoyer le dessus d'un tableau. Robert Ford saisit sa chance. Il sortit son revolver et tira directement à l'arrière de la tête de Jesse James. La nouvelle de la mort de Jesse James fit grand bruit. Les frères Ford furent accusés de meurtre et condamnés à mort par pendaison. Mais le gouverneur Thomas T. Crittenden s'empressa de leur accorder un pardon complet. C'était la preuve que le gouverneur était parfaitement au courant que les Ford tenteraient de tuer Jesse James. La légende de Jesse James prit encore plus d'ampleur. Il avait été assassiné par l'État. En ce qui concerne Frank James, il négocia sa reddition avec le gouverneur Crittenden. Frank se livra le 7 octobre. Il sera jugé en 1883. Les gens sympathisent maintenant tous avec lui. Les anciens soldats sudistes lui serrent la main.
À l'issue du procès, il est acquitté et est maintenant un homme libre. Il exercera divers métiers et deviendra même pour un temps le garde du corps du président Theodore Roosevelt. Il retrouve Cole Younger qui est sorti de prison pour participer à des parades foraines. Les années ont passé. Frank James est maintenant considéré comme une légende de l'Ouest. Il décédera le 18 février 1915 à l'âge de 72 ans. Jesse James est né en 1847 d'un homme pasteur. Il a été élevé dans un comté du Missouri où l'esclavagisme était une chose admise. Quand la guerre de sécession débuta, il y avait deux camps, ceux de l'Union, résolument pour l'abolition de la ségrégation raciale, et l'autre, des Confédérés, qui se ralliaient à la cause des sudistes. La famille James a eu le malheur de se trouver dans un État aux limites des frontières, avec des conflits à l'intérieur même de leur terre. Les guerres sanglantes dans leur propre État ont commencé bien avant la guerre. La famille des James a été attaquée par les unionistes. Jesse a été fouetté. Il a juré vengeance contre tous ceux qui avaient attaqué les siens. Sa vie de criminel se continua sans interruption. Il a braqué des banques, des diligences et des trains. Jesse James a tué bon nombre de fois des criminels, mais aussi d'innocentes victimes. Il était l'un des hors-la-loi les plus détestés à une certaine époque avant d'être peu à peu réhabilité. Thomas T. Crittenden s'est servi d'un lâche du nom de Robert Ford pour faire assassiner Jesse James, 34 ans, dans sa maison, alors qu'il avait tourné le dos à un homme en qui il avait confiance. Cette journée du 3 avril 1882 réhabilita de façon durable la mémoire de Jesse James, qui est maintenant vue comme l'une des légendes de l'Ouest américain.